Guerre et paix. Première partie, chapitre 1, scène 10. Le prince Basile n'avait point oublié la promesse qu'il avait faite à la princesse Drubetskoï, à la soirée de mademoiselle Scherer. La requête avait été présentée à l'empereur, et le fils de la princesse passa, par exception, en qualité de sous-lieutenant dans la garde au régiment Séménovski. Mais, cependant, malgré tous les efforts de sa mère, Boris ne fut pas nommé aide de camp de Koutouzov. Quelque temps après la soirée, la princesse retourna à Moscou auprès des Rostov, ses riches parents, chez qui elle s'arrêtait toujours. C'est là que son petit Boris adoré avait passé la plus grande partie de son enfance. La garde avait quitté Pétersbourg le 10 du mois d'août, et le jeune homme, retenu à Moscou par la nécessité de s'occuper de son équipement, devait la rejoindre à Ridzivilov. C'était le jour de fête chez les Rostov. La mère et la fille cadette s'appelaient Nathalie, et on les fêtait toutes les deux. Une longue suite de voitures n'avait cessé dès le matin de déposer à l'hôtel Rostov, rue Povarskaya, une file de visiteurs qui apportaient leurs félicitations. La comtesse et sa fille aînée, une belle personne, les recevaient au salon où ils se succédaient sans relâche. La mère était une femme de 45 ans, avec un type oriental, un visage amaigri et visiblement épuisé par les 12 enfants qu'elle avait donnés à son mari. La lenteur de ses mouvements et de son parler, qui provenait de sa faiblesse, lui donnait un air imposant qui inspirait le respect. La princesse Drubetskoï était avec elle et, comme elle faisait partie de la famille, elle aidait de son mieux à recevoir les visiteurs et à soutenir la conversation. Les jeunes gens, qui ne se souciaient pas de prendre part à la réception, se tenaient dans les chambres intérieures. Le comte allait à la rencontre des arrivants, et, en les reconduisant, les engageait tous à dîner. « Je vous suis bien sincèrement obligé, mon cher, ma chère, » disait-il indifféremment à chacun, aux inférieurs aussi bien qu'aux supérieurs. « Merci pour celle dont nous célébrons la fête. Vous viendrez dîner sans faute, n'est-ce pas ? Autrement, mon cher, vous m'offenseriez. Je vous supplie de venir avec toute votre famille, ma chère. » Il répétait exactement les mêmes paroles à tous les invités, et les accompagnait exactement de la même expression de figure, puis venait un serrement de main avec des saluts réitérés. Après avoir reconduit les partants, il revenait auprès de ceux qui n'avaient pas encore fait leurs adieux, s'avançait à lui-même un fauteuil et, après avoir posé avec complaisance ses pieds à terre et ses mains sur ses genoux, il se balançait de droite et de gauche, émettant, en homme qui croit savoir vivre, des réflexions sur le temps, sur la santé, tantôt en russe, tantôt en français, bien qu'il parlât fort mal le français, mais toujours avec le même aplomb. Malgré sa fatigue, il se levait de nouveau pour reconduire les partants, comme un homme bien décidé à remplir ses devoirs jusqu'au bout, et renouvelait ses invitations. Tout cela en ramenant sur son crâne chauve quelques cheveux gris et rares. Parfois, en revenant, il traversait le vestibule et la serre et entrait dans une grande salle avec des murs de stuc, où l'on dressait des tables pour un dîner de 80 couverts. Après avoir regardé les domestiques qui portaient les porcelaines, l'argenterie et déployaient les nappes damassées, il appelait un certain Dmitri Vassilievitch, noble de naissance, qui dirigeait ses affaires, et lui disait « Écoute, Mitenka, tâche que tout soit bien. Oui, c'est bien, c'est bien. » Et en examinant avec satisfaction une énorme table qui venait de recevoir une rallonge, il ajoutait « Le principal, c'est le service, entends-tu bien ?» Et là-dessus, il rentrait enchanté dans le salon. « Marie Lvovna Karagine » annonça d'une voix basse le valet de pied de la comtesse en se montrant à la porte. La comtesse réfléchit un instant,
en savourant une prise de tabac qu'elle prenait dans une tabatière en or, ornée du portrait de son mari. Dieu, que ces visites m'ont exténuée. Allons, encore cette dernière. Elle est si bégueule. Priez-la de monter, répondit-elle tristement au laquais, comme si elle voulait dire « Ah, celle-là va m'achever ». Une dame, grande, forte, à l'air hautain, suivie d'une jeune fille au visage rond et souriant, entra au salon. Elles étaient précédées, toutes deux, du froufrou de leurs robes traînantes. « Chère comtesse, il y a si longtemps. » Elle a été alitée, la pauvre enfant, au bal des Razumowski et de la comtesse Apraxine. J'ai été si heureuse. Ces civilités à bâtons rompus se confondaient avec le frôlement des robes et le déplacement des chaises. Puis la conversation s'engageait tant bien que mal jusqu'au moment où, grâce aux premières pauses, on pouvait décemment se permettre de lever la séance, tout en faisant ses adieux. Et, après avoir recommencé les « je suis bien charmée »,« la santé de maman »,« la comtesse Apraxine », passer dans l'antichambre, mettre sa pelisse et son manteau, et partir. La maladie du vieux comte Bezoukhov, l'un des plus beaux hommes du temps de Catherine, qui était en ce moment la nouvelle du jour, fit naturellement les frais de la conversation, et il fut même question de son fils naturel, Pierre, celui-là même qui avait été si peu convenable à la soirée de mademoiselle Scherer. « Je plains bien sincèrement le pauvre comte, » dit madame Karagine. « Sa santé est si mauvaise, et avoir un fils qui lui cause un pareil chagrin. » « Mais quel est donc le chagrin qu'il a pu lui causer ?» demanda la comtesse, en feignant d'ignorer l'histoire, tandis qu'elle l'avait déjà entendu conter au moins une quinzaine de fois. « Voilà le fruit de l'éducation actuelle. Ce jeune homme s'est trouvé livré à lui-même lorsqu'il était à l'étranger, et maintenant on raconte qu'il a fait à Pétersbourg des choses si épouvantables qu'on a dû le faire partir, par ordre de la police. »« Vraiment, » dit la comtesse. « Il a fait de mauvaises connaissances, » ajouta la princesse Droubetskoï. « Et avec le prince Basile et un certain Dologov, ils ont commis des horreurs. Ce dernier a été fait soldat, et on a renvoyé le fils Bezoukhov à Moscou. Quant à Anatole, son père a trouvé le moyen d'étouffer le scandale. Ils lui ont pourtant enjoint de quitter Pétersbourg. »« Mais qu'ont-ils donc fait ?» demanda la comtesse. « Ce sont de véritables brigands. Dologov surtout, » reprit madame Karagine. « Il est le fils de Marie Ivanovna Dologov, une dame si respectable. Croyez-vous qu'à eux trois, ils se sont emparés, je ne sais où, d'un ourson, qu'ils l'ont fourré avec eux en voiture et mené chez des actrices. La police a voulu les arrêter. Alors, qu'ont-ils imaginé? Ils ont saisi l'officier de police et, après l'avoir attaché sur le dos de l'ourson, ils l'ont lâché dans la Moïka. L'ourson nageant avec l'homme de police sur son dos. »« Ah, ma chère, la bonne figure que devait avoir cet homme !» s'écria le comte en se tordant de rire. « Mais c'est une horreur. Il n'y a pas là, cher comte, de quoi rire !» s'écria madame Karagine. Et, malgré elle, elle pouffa de rire, comme lui. « On a eu toutes les peines du monde à sauver le malheureux. Et quand on pense que c'est le fils du comte Bezoukhov qui s'amuse d'une façon aussi insensée. Il passait pourtant pour un garçon intelligent et bien élevé. Voilà le résultat d'une éducation faite à l'étranger. J'espère au moins que personne ne le recevra, malgré sa fortune. On a voulu me le présenter, mais j'ai immédiatement décliné cet honneur. J'ai des filles. »« Où avez-vous donc appris qu'il fut si riche ?» demanda la comtesse, en se penchant vers madame Karagine et en tournant le dos aux demoiselles, qui feignirent aussitôt de ne rien entendre. « Le vieux comte n'a que des enfants naturels, et Pierre est un de ces bâtards, je crois. » Madame Karagine fit un geste de la main. « Ils sont, je crois, une vingtaine. » La princesse Droubetskoï, qui brûlait du désir de faire parade de ses relations et de montrer qu'elle connaissait à fond l'existence de chacun dans le détail les plus intimes, prit à son tour la parole et dit à voix basse avec emphase. « Voici ce que c'est. La réputation du comte Bezoukhov est bien établie. Il a tant d'enfants qu'il en a perdu le compte.
Mais Pierre est son favori. Quel beau vieillard c'était, pas plus tard que l'année dernière, dit la comtesse. Je n'ai jamais vu d'homme aussi beau que lui. Ah, il a beaucoup changé depuis. À propos, j'allais vous dire que l'héritier de toute sa fortune est le prince Basile, du chef de sa femme. Mais le vieux, ayant de l'affection pour Pierre, s'est beaucoup occupé de son éducation et a écrit à l'empereur à son sujet. Personne ne peut donc savoir lequel des deux héritera de lui à sa mort, qu'on attend d'ailleurs d'un moment à l'autre. Lorrain est même arrivé de Pétersbourg. La fortune est colossale. 40 000 âmes et des millions en capitaux. Je le sais pour sûr, car je le tiens du prince Basile lui-même. Le vieux Bezoukov m'est aussi un peu cousin par sa mère, et il est le parrain de Boris, ajouta-t-elle, en faisant semblant de n'attacher à ce fait aucune importance. Le prince Basile est à Moscou depuis hier soir. N'est-il pas chargé de faire une inspection? Oui, mais entre nous soit dit, reprit la princesse, l'inspection n'est qu'un prétexte. Il n'est arrivé que pour voir le comte Cyril Vladimirovitch quand il a su qu'il était au plus mal. Cela n'empêche pas, ma chère, l'histoire d'être excellente, dit le comte, qui, en se voyant peu écouté par les dames, se tourna du côté des demoiselles. Oh, la bonne figure qu'il devait faire, l'homme de police! Et il se mit à contrefaire les gestes du policier en éclatant de rire d'une voix basse taille. C'était ce rire bruyant et sonore, particulier aux gens qui aiment à bien manger et surtout à bien boire. Tout son gros corps en trembla. Vous revenez dîner, n'est-ce pas, ma chère? Ajouta-t-il.